on nous raconte, bon, globalement, Israël, c'est quelque chose qui est fait presque comment dire, Déclaration Balfour, c'est ça? oui, on nous dit la déclaration Balfour à cause de l'antisémitisme européen et l'acceptation par les grandes puissances après la découverte des crimes du nazisme. Voilà, ça c'est ce qu'on nous raconte. Alors que toi, tu es sur une thèse, si je me souviens bien, qu'il y a une pensée chrétienne sioniste qui remonte à bien avant, Voilà. qui vient plus des chrétiens d'ailleurs que des juifs, Voilà. qui a eu l'hostilité au départ des juifs oui. religieux, Oui, parce que c'était une hérésie, puisqu'il faut d'abord que le Messie soit revenu pour que Israël existe, c'est ça, et qu'en fait c'est plutôt les chrétiens qui ont manipulé les juifs, ce qui n'est donc pas la lecture qu'ont les gauchistes actuels qui pensent que les juifs israéliens contrôleraient l'Amérique et la feraient faire ce qu'elle veut via le contrôle du Congrès. Toi tu dis qu'ils marchent au minimum la main dans la main, qu'ils ont la même vision du monde. Je dis que ce sont originellement, en fait, cette idée de créer l'État d'Israël, elle date du XVIIe siècle. Et elle était discutée dans des conférences internationales au cours des 3 derniers siècles. La déclaration Balfour n'est pas le début de cette histoire, c'est l'aboutissement de cette histoire. Et d'ailleurs, la fameuse déclaration d'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, la déclaration Wilson, a parmi les buts de guerre de l'entrée en guerre des États-Unis la création de l'État d'Israël. Là, on est en 1915. Donc l'histoire est beaucoup plus ancienne. Et ce sont des groupes chrétiens sionistes appartenant à des sectes très particulières, dont certains leaders ont été au pouvoir en Angleterre puis aux États-Unis. Donc ces groupes chrétiens sionistes trouvent au bout d'un moment des alliés dans les communautés juives européennes, et donc il y a un mouvement juif sioniste qui se développe, et c'est cet ensemble qui gouverne aujourd'hui les États-Unis et Israël. Mais et l'Angleterre aussi alors? Parce que ça part d'Angleterre d'après ce que... Ça part d'Angleterre, mais là, alors, pendant la période de Tony Blair, ces gens-là sont très peu représentés chez Tony Blair, alors que dans le gouvernement de Gordon Brown, ils sont très nombreux. Donc ça change la lecture gauchiste actuelle. C'est-à-dire que de poser la question de savoir si c'est les Américains qui manipulent les Israéliens ou les Israéliens les Américains n'a pas de sens. En réalité, il y a à la tête de ces deux entités un groupe qui a la même vision et les mêmes intérêts. Voilà. C'est ça, ils marchent la main dans la main, même vision du monde et même intérêt concret. Voilà. Et ces groupes porteurs de cette idéologie ont été déjà plusieurs fois par le passé au pouvoir en Angleterre ou aux États-Unis. C'est arrivé plusieurs fois, mais ils n'avaient pas l'occasion d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils font aujourd'hui. Et leur vision du monde alors Leur vision du monde, elle est celle des 2 peuples élus, un qui a été désigné par l'Ancien Testament et un par le Nouveau Testament, c'est-à-dire Israël et les États-Unis, qui sont donc une élite qui est chargée de prendre la tête du monde, et un peu par tous les moyens. Les mêmes groupes avaient été représentés au pouvoir dans d'autres pays aussi, c'est arrivé. Notamment, en fait, en Irlande du Nord et en Afrique du Sud. Le régime d'apartheid vient directement de cette idéologie. Il y a toujours la notion de terre promise, de peuple élu, voilà. d'inégalité. D'inégalité fondamentale entre les hommes. Dictée par Dieu. On est sur l'Ancien Testament. Et c'est une rupture avec les évangiles, on va dire. C'est-à-dire que là, c'est une vision qui est judéo-protestante, qui est très loin de la vision catholique. C'est très très loin de la vision catholique, c'est même incompatible avec la vision catholique. Ça pourrait nous aiguiller sur l'idée de conflit de civilisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne voit pas très bien comment on peut raccorder les catholiques des évangiles et les judéo-protestants de l'Ancien Testament sur des idées forces qui est l'universel, l'égalité des hommes. Là, il y a un hiatus très fort. Il y a un hiatus, et ceux qui aux États-Unis ont pensé qu'ils allaient organiser un clash des civilisations entre les chrétiens et les musulmans se retrouvent aujourd'hui face à une réalité où c'est pas du tout ça, et où on voit le Saint-Siège prendre fait et cause pour les musulmans un peu partout dans le monde. Donc, sauf en Europe. En Europe, ils veulent faire le tri sur leur zone réservée. Donc si on regarde le match, en fait, il y a les judéo-protestants, les catholiques, les musulmans, et il y a au minimum 3 équipes, quoi. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, il y a une alliance qui est en train de se faire entre des gens très différents face à un même adversaire extrêmement offensif. On peut faire le lien avec les évangélistes et leur offensive en Amérique latine. On en a même vu chez les talibans.
toute cette équipe là des églises évangéliques, elles sont très très nombreuses. Hein, ces églises, il y a des dénominations très variées. Mais en fait, la plupart de ces églises, leurs pasteurs sont formés au même endroit et le financement est assuré directement par le Pentagone. Ce n'est pas du tout une opération CIA département d'État, c'est une opération du Pentagone. Donc ça, j'explique ces choses-là pour qu'on comprenne les enjeux et surtout qu'on arrête qu'on arrête cette confusion sur ce qui se passe au Proche-Orient. Parce que c'est quand même quelque chose de bizarre. Plus on essaie de se renseigner dans les grands médias sur le Proche-Orient, moins on comprend. Hein. On a une avalanche d'informations. Oui, parce que maintenant, il y a des comment dirais-je, il y a même dans l'écriture américaine, on a un problème sunnite-chiite insoluble, parce que d'un seul coup, on se rend compte que Ben Laden est sunnite et que les Iraniens sont chiites, qui se détestent et qui se bouffent la gueule. Et même à un moment donné, Sarkozy a un problème même à l'enregistrer parce que ça perturbe sa grille de lecture, c'est ça? Voilà, Donc on peut peut-être le rappeler que c'est difficile de connecter Ben Laden et Ahmadinejad, c'est ça? C'est même totalement impossible. C'est vraiment idéologiquement surtout avec ce qui se passe en Irak, il y a un bain de sang terrible. Absolument, absolument. Et donc après nous avoir expliqué que l'extrémisme sunnite était la pire des choses, on nous dit aujourd'hui que les sunnites sont les bons et ce sont les chiites les méchants, et donc effectivement Ben Laden, il faut le récupérer dans le camp des gentils, et on ne sait pas trop comment faire, mais heureusement on va lui trouver une utilité dans les années à venir. Il va peut-être nous sortir une cassette prochainement de repositionnement. Non, on lui trouve une utilité dans d'autres endroits. Il est aujourd'hui ses équipes, lui je sais pas, mais ses équipes sont présentes au Xinjiang chinois en train de faire l'agitation des Ouïghours, hein, une population chinoise musulmane. Bon. Donc voilà, on trouve toujours une utilité à ce genre de mercenaires. Okay. Pour revenir aux États-Unis, donc on comprend mieux les discours de Bush et son position qui est à la fois on va dire un capitaliste libéral impérialiste et en même temps un mystique. Et on est donc dans une espèce de capitalisme théocratique, mondialiste pour des raisons d'intérêt du capitalisme financier, en même temps pour des raisons de vision spirituelle. Oui. Et les choses seraient totalement articulées. Ils se réclament eux-mêmes d'un concept qui est la théopolitique. Hein. Ils ont organisé des congrès avec tous les néoconservateurs à côté des principaux dirigeants israéliens, tous ces gens-là ensemble, sur le thème de la théopolitique. Donc oui, il y a une unité qui s'est faite idéologiquement et qui arrive à concilier les intérêts de certaines grandes compagnies capitalistes, de ces groupes religieux, d'un système militaire, de la domination pétrolière, tout ça. Ils ont vraiment fait une synthèse très très complète de leur Donc il y a la lecture matérialiste, la lecture spiritualiste, et elles sont totalement articulées. Absolument articulées. C'est les deux conceptions du mondialisme. Et aujourd'hui, quand on regarde les médias en France, vraiment on comprend rien de ce qui se passe au Proche-Orient, de la Palestine à l'Irak. C'est vraiment, vraiment bizarre. Et on ne le comprend pas parce qu'on ne connaît pas un certain nombre des acteurs ou des enjeux les plus importants. On nous balade avec tout un tas de détails sur le dernier attentat, la dernière escarmouche, la dernière déclaration, mais on a le nez trop sur des détails, on ne voit pas l'architecture de ce système. Donc moi, ce que j'ai voulu expliquer, c'est l'architecture du système, voilà, pour qu'on comprenne. Alors là, je reviens sur ton bouquin. J'ai lu, ça m'a paru assez clair, assez cohérent, assez rigoureux. Enfin, je veux dire, c'est fondé, c'est fonctionnel et cohérent. Il y a un petit truc qui m'a étonné, un peu côté un peu James Bond, c'est que toi, tu balances un scoop dans ton bouquin, c'est qu'à un moment donné, Chirac aurait pris la décision de protéger Nasrallah à un moment donné précis, en faisant même décoller la chasse française. Oui. Quand Nasrallah fait son fameux discours derrière son mur de verre, voilà, où effectivement c'était très risqué puisqu'il est sorti en public et il aurait pu se prendre un missile, et que tu dis toi que Chirac a fait décoller la chasse française pour empêcher qu'il soit assassiné par l'Empire. Ça me paraît difficile à croire, énorme. Et si Chirac a fait ça, je dis, il a fait quelque chose de politiquement courageux. Oui. Et on peut se dire qu'après ça, en gros, c'était un suicide. C'est le champ du cygne. Oui, c'est ça. Oui. S'il a fait ça, j'aimerais bien un jour qu'il l'écrive dans ses mémoires avant de mourir. Mais il l'a fait. L'événement est parfaitement connu au Liban. Ce qui est là aussi, c'est quand même une chose assez bizarre au XXIe siècle. On nous explique que le monde est un village planétaire, que
il y a une libre circulation de l'information. Or, on se rend compte, quand on travaille sur des sujets internationaux, que dans chaque pays, on connaît certaines bribes de l'histoire, mais que ça ne circule absolument pas. L'information est totalement fragmentée par les frontières nationales et plus encore par les langues.